Hello, je vous retrouve aujourd'hui donc dans mon nouveau spot qui va devenir je pense le spot standard pour les vidéos parce que question lumière c'est quand même bien mieux, avec mon petit latte à la vanille que je me suis fait toute seule ce matin avec un petit sirop monin, et autant vous dire que je suis joie parce qu'il est super bon. C'est pas tout à fait celui que j'avais l'habitude de boire au Canada, mais on s'en rapproche. Et aujourd'hui on va parler bilan de lecture et je suis trop excitée comme vous pouvez le constater parce que j'ai plein de trucs à vous dire. C'est parti. Le premier chiffre hyper cool dont je voulais vous parler, c'est quand même le fait que sur les 12 livres dont on va un peu discuter aujourd'hui, il y en avait 8 qui étaient dans ma palle. Donc du coup, franchement, je suis trop contente, parce que vous savez, pendant un moment donné, j'étais un peu là, oui, bon, est-ce que j'arrête les pales, est-ce que ça sert à quelque chose et tout, et au final, je vais les continuer, parce que eh bien, je pense que je les avais bien mieux constitués, j'avais bien plus écouté, il y avait un mix de choses qui me parlaient en tout cas en septembre, et il y a aussi des livres qui étaient là depuis longtemps, vous savez, mes petites mamies là, et du coup je me suis mis un petit peu un coup de pied au derrière en me disant allez, tu lis au moins 50 pages, et au final ça m'a fait rentrer dans des histoires que j'ai énormément aimées, donc franchement ça m'a trop convaincue. Du coup ma palle d'octobre, je vais faire pareil, je vais vraiment essayer de suivre un maximum ce que je m'étais donné, et voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un bilan que je trouvais être hyper positif, parce que franchement 8 livres sur 15, je pense que sur cette chaîne ça n'est jamais arrivé, donc je suis quand même vraiment contente. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'était quand même aussi un mix entre des livres que j'avais depuis longtemps, des livres qui étaient quand même là depuis peu de temps, il y avait pas mal d'audio, il y avait le classique du mois, etc. Donc voilà, j'ai plein de choses dont j'ai à vous parler aujourd'hui, donc je suis super excitée, comme vous pouvez le constater. Du coup, le premier sujet que je voulais mentionner, c'est les livres en anglais. Donc c'est vrai que dans ma palle physique, c'est ce que je vous avais expliqué, j'avais pris quand même pas mal de livres en anglais, et il y avait un sentiment que j'avais déjà ressenti au fur et à mesure de l'année, qui s'est quand même assez confirmé en septembre, c'est que lire en anglais maintenant pour moi c'est un peu devenu une tannée. C'est-à-dire que soit vraiment je vais tomber sur des livres où la plume est très spécifique et j'adore l'autrice et j'adore la plume, et là c'était le cas pour un des livres que je vais vous présenter tout à l'heure, et vraiment c'est un plaisir parce que c'est un plaisir de la retrouver, etc. Et donc de lire son histoire dans, finalement, avec ses vrais mots, en fait, sa vraie langue, soit c'est pas du tout le cas. Et donc franchement, là j'avais, je sais plus, genre 4 livres en anglais, ou 5, je sais plus, et en fait, non, en fait j'avais pas du tout envie de lire 5 livres en anglais dans le mois, quoi. Donc ce que je pense, c'est que maintenant, c'est ce que j'ai fait aussi un peu pour la palle d'octobre, j'en mets 3-4, mais très probablement j'en lirai qu'un, et au fur et à mesure de l'année, je vais quand même écouler finalement ma palle physique en anglais. C'est un peu dommage. Ce que j'aimerais bien aussi, peut-être, c'est me dire, si j'arrive à trouver les e-books à des prix pas trop déconnants, ou les livres physiques à des prix vraiment cassés sur Vinted, Momox et tout, de leur traduction, je ferai peut-être ça au bout d'un moment, parce que c'est quand même dommage de garder des livres en anglais que je ne lirai probablement jamais. Je crois que c'était notamment le cas pour Little Thieves, que j'ai commencé là en anglais il y a un petit moment et qui est dans ma palle d'octobre. Je sais qu'il a été traduit en français, donc je vais essayer de voir si j'arrive à le spotter en français du coup à un petit prix. Si c'est pas le cas, je le lirai en anglais. Donc voilà, c'était un petit peu le point sur cette partie-là, parce que je sais que j'en avais déjà parlé dans mes résolutions, et je voulais revenir dessus, parce que voilà, c'est plus autant un plaisir qu'avant, alors que c'est une langue que j'affectionne énormément, et je suis hyper contente de découvrir certaines histoires dans leur langue d'origine, mais franchement, il y a aussi des styles littéraires et des plumes, désolée de dire ça, mais qui sont... mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi, à lire en anglais, et là c'était le cas pour l'un des livres, donc je vous raconterai ça tout à l'heure. On va commencer du coup par le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, et c'est un audio. J'ai écouté du coup Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, qui est un livre qui m'a beaucoup déstabilisée, on va dire. Alors franchement, dans ce livre, il y avait plein de bonnes choses, et il y avait plein de choses beaucoup moins bien. Donc je vous parle un peu de l'histoire pour vous remettre un petit peu en contexte. Donc dans les Sœurs Hollow, dans les Sœurs Sutherland, dans les Sœurs Hollow, on va suivre finalement une sororité là, de 3 sœurs qui ont vécu un événement un peu traumatisant dans leur enfance, parce qu'elles ont disparu, et en fait quand elles ont réapparu un peu de nulle part, et leurs cheveux sont devenus tout blancs, leurs yeux je crois aussi ont changé de couleur et tout, ils sont devenus marrons alors qu'ils étaient pas du tout de cette couleur là et tout, ou bleu, ou je sais plus trop, je vous avouerai que les détails un peu m'échappent. Et elles n'ont absolument aucun souvenir de ce qui a pu leur arriver, et plus ou moins de souvenir aussi de ce qui s'est passé avant, quoi, c'est assez flou et tout.
Mais elles ont des particularités un petit peu spéciales, c'est-à-dire que il y en a une en fait qui a une grande marque de robe, qui est un peu une influenceuse et machin et tout, et on sent qu'en fait, dès qu'elle débarque quelque part, tout le monde devient complètement obsédé par elle et tout machin, et de manière générale, elles ont quand même une espèce de puissance, voilà, elles ont un espèce de pouvoir sur les gens qui font que les gens sont quand même vraiment très vite obsédés par elles, quoi. Et donc du coup, forcément, il y en a certaines qui ont réussi à tirer ça à leur avantage pour en faire un métier comme l'influenceuse, où il y en a une, je crois, qui est star du rock et tout machin, et la petite dernière qui est encore à la maison avec maman, elle... en fait, elle a un peu plus de mal parce que ça lui a causé un peu des soucis, on va dire, au lycée et tout, et maintenant elle est un peu mal perçue. Donc on va suivre comme ça cette histoire-là, et nous on va suivre la plus jeune sœur finalement, et son quotidien. Et donc très très vite dans le livre, ce qui est très très cool au début, c'est que on est plongé tout de suite dans l'histoire. Tout de suite on est avec notre héroïne, elle nous parle de son quotidien, de ses difficultés, etc. et tout, de sa mère qui est ultra chelou, du fait que son père n'est plus là, enfin, voilà, donc on est vraiment plongé dans cet univers comme si on nous poussait dans la piscine, quoi. Donc c'est très très cool, parce que ça rend le récit hyper dynamique, et c'est ultra bien écrit. En revanche, du coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon, c'est-à-dire que on essaye en fait de nous entraîner dans une histoire qui a pour but de comprendre évidemment ce qui s'est passé précédemment, mais aussi ce qui se passe actuellement, puisque l'événement perturbateur principal, c'est que l'une des sœurs va à nouveau disparaître. Donc forcément, j'ai dit punaise, elles sont déjà disparues quand elles étaient gamines, ça recommence. Et si vous voulez, toute cette histoire qu'on va essayer de démêler, ça j'ai trouvé ça un petit peu brouillon. C'est-à-dire que par moments, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que tu essaies de me raconter, quoi. Et bien que je pense que le but, ça soit vraiment de mettre les lecteurs dans un espèce de malaise, en fait, de gêne dans sa lecture, ce qui, entre guillemets, est extrêmement bien fait, et moi, ça m'a un petit peu agacée parce que, malheureusement, le thème qui est abordé, les sujets qui sont abordés, en fait on va dire l'univers un peu horrifique et fantasy finalement qui va se trouver derrière cette histoire, et je le connaissais déjà. Et donc du coup au bout de 20% du livre, j'avais déjà deviné la fin. Donc malheureusement, du coup, moi je pense que j'étais un peu en mode méta-lecture, c'est-à-dire que j'essayais d'observer comment le narrateur allait m'emmener finalement au dénouement final, et c'est pas une construction que j'ai trouvée très très fluide. Après, je pense que si j'avais pas autant réfléchi, mais que je m'étais laissée vraiment porter par le récit, peut-être que j'aurais plus apprécié ma lecture. Alors, je me rends compte comme ça, en vous disant ça, que ça fait vraiment genre, oui, si j'étais un peu plus con, que je m'étais pas trop posé de questions. Alors c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Ce que je veux dire, c'est plutôt que parfois il y a des récits où juste on se laisse porter, quoi. Et moi là, le problème, je pense que j'étais tellement intriguée par ce qui leur était arrivé et tout, et par toutes les miettes qu'essayait de me laisser l'autrice, que du coup, j'étais en mode rentemplant, là, sur sa piste, en train de chercher les petits trucs pour comprendre exactement ce qui s'est passé, et ça a un petit peu trop bien fonctionné. Donc quand le dénouement arrive, c'est un peu ce que j'ai noté là, on reste un petit peu sur sa fin, et il y a beaucoup de retours sur le passé qui vient un petit peu aussi un peu casser la dynamique au bout d'un moment dans la lecture, c'est un petit peu dommage, et c'est ultra dégueu, donc ça c'est quand même le trigger warning principal autour de ce sujet-là, c'est que c'est dégueulasse. C'est que vraiment, il y a des moments, mais genre moi j'étais là, à la Ricardo Audio, j'avais envie d'avancer comme ça parce que j'étais là, c'est dégueulasse. Donc vraiment il faut l'avoir en tête. Franchement, pour moi personnellement c'est une lecture très sympa, mais comme vous pouvez le constater là, il a fallu vraiment que je me remette dedans pour me remettre les éléments, donc ça va être assez vite oublié. Après, je pense que c'est une excellente lecture pour le mois d'octobre et que ça peut vraiment plaire et trouver son public, et je suis pas du tout surprise que les gens aient aimé cette lecture. D'ailleurs, c'est avec vraiment beaucoup de, on va dire, de curiosité que j'aurais envie de découvrir Les Invocations, donc qui est le livre que je vous avais dit que j'attendais avec impatience de cette autrice. Donc voilà, c'est pas un livre que je vous conseille pas du tout, mais sachez que voilà, c'est un livre qui a quand même ses défauts, mais que c'est un bon divertissement parce que c'est quand même un livre assez court, et si vous voulez un truc qui vous fout un petit peu les jetons, parce que ça fout quand même un peu les jetons, pour la période d'octobre, Halloween et tout, franchement foncez, quoi. Ensuite, j'ai lu Une couronne si froide et lourde de Stasia Stark, qui est donc le tome 3 dans la série Le Royaume des mensonges. Je vais être très honnête avec ce livre, alors parce que du coup je pense que c'est toujours intéressant de vous donner un avis par rapport à une série si vous l'avez notamment pas commencé. Moi je trouve que c'est une des séries les plus underhyped que j'ai vues sur la sphère Booktube, parce que vraiment je la vois nulle part, alors que franchement c'est vraiment une bonne série, quoi. Après,
Il faut vraiment aimer les éléments autour d'une fantaisie un petit peu médiévale, avec des constructions qu'on aura peut-être un peu déjà vues, donc il y a ce côté un peu le roi, ce royaume en fait, avec ce tyran, ces failles qui agissent dans l'ombre afin de renverser un peu le pouvoir en place, cette jeune fille qui va se découvrir finalement un peu héritière, etc. et tout, donc c'est des choses qu'on a déjà vues, mais en fait ce que j'aime avec cette série, c'est que c'est quand même bien fait quoi, et en vrai, bah, ça fait plaisir aussi d'avoir des séries qui sont efficaces. C'est un peu comme quand j'avais lu Les légendes de Tezmar, bah, on n'était pas non plus sur des constructions de fantasy qui sont hyper originales et tout, mais par contre, bah, c'est efficace, c'est bien écrit, on s'ennuie pas, on a envie de savoir la suite, et au final, bah, c'est un peu ce qu'on demande. Bah là, franchement, je trouve que cette série, c'est vraiment ça, et je suis déçue du coup que personne se lance là-dedans, parce que bah moi je la trouve vraiment très cool, quoi. Et je trouve que de tome en tome, il y a plein de choses qui changent, donc là typiquement elle a introduit beaucoup finalement de points de vue de personnages secondaires en plus, ce qui rend le récit encore plus dynamique, et en plus il y a un vrai développement des personnages secondaires, donc c'est hyper intéressant. Alors il y a toujours un peu un ventre mou, mais ça je trouve que c'est un peu le cas aujourd'hui de tous les tomes de saga qui sont un petit peu étendus, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 tomes, bah forcément il y a toujours un petit peu un côté on te balance dans l'histoire dès le début, alors là c'est vraiment le cas parce qu'en plus il n'y a pas d'ellipse dans cette série, donc vraiment on arrive juste après limite la dernière page du livre précédent, donc c'est génial parce que du coup on a vraiment ce sentiment que bah on ne sait pas genre bon bah alors 6 mois plus tard tout le monde a changé de personnalité, voilà ce qui s'est passé, bah super les gars. Donc là c'est vraiment dynamique dès le départ. Après forcément bah il va y avoir un peu une construction de stratégie machin et tout sur pourquoi on est là, et c'est un peu plus longué. Alors on n'est pas non plus dans le J. Christophe qui te fait des pages et des pages de description de machin et tout, mais voilà, il faut quand même le savoir. Après, le seul truc qui me surprend quand même, enfin il y a deux choses qui me surprennent un petit peu dans cette série, c'est je trouve quand même que j'aime bien le personnage masculin principal, alors que franchement il est un peu contrôlant, limite possessif, et par moments t'as un peu envie de lui mettre des claques quoi. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, dans cette série, ça passe. Et le deuxième truc, ce qui est fou, c'est que, vous voyez, on est un peu dans ce système avec ce roi-là, qui est là depuis longtemps, etc. Mais on a toujours l'impression que les personnages, ils sont en mode action-réaction, quoi. Il y a pas d'anticipation de ce qui peut se passer, nanana. Et tu dis, bah alors, bon, pour notre héritière qui découvre tout en 5 minutes et qui doit tout gérer, bon, on peut lui passer, mais pour les faillis qui vivent depuis des dizaines et dizaines d'années, j'ai envie de dire, bon les gars, franchement, votre stratégie, elle était quand même pas hyper chiadée, quoi. Donc c'est un peu le truc par moment que je reproche à cette série, je me dis, mais vous l'aviez pas vu venir, ça, en fait? Donc ouais, c'est assez marrant. Mais en même temps, bah, ça fait que le récit reste assez dynamique, et à la fois il y a des trucs un peu qui sortent de nulle part quand on est là, ah oui bon bah on va utiliser ce mec qu'on avait vu genre 10 secondes dans le tome précédent pour faire ça, bah ok très bien. Donc voilà, il faut le prendre un petit peu comme ça, mais franchement moi ça reste vraiment une de mes séries favorites et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas si le tome 4 clôturera la série, j'ai beaucoup de mal à le croire, compte tenu encore de tout ce qu'on a ouvert comme chapitre. Mais écoutez, on verra. En tout cas, ça reste vraiment un bon moment de lecture, donc je vous la conseille vivement. Ensuite, j'ai lu Enchantée, qui est donc le tome 2 de Ensorcelée de Laura Thalassa, et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai un tout petit peu moins aimé que le 1, parce qu'on s'est écarté un peu de tout ce qui était société secrète, de sorcières, etc., la Jusquiame Noire, l'université et tout, qui pour moi a été vraiment l'élément central extrêmement puissant du numéro 1, pour se concentrer plutôt sur l'enquête, puisque dans le tome 1, on nous introduit qu'il y a des créatures magiques qui disparaissent, mais on n'a pas trop le fin mot de l'histoire, et bah dans le tome 2, on va vraiment se concentrer sur ça, et donc on va beaucoup plus être sur cette espèce de mafia, etc. et tout. Donc vous savez que moi, la mafia, c'est pas du tout ma came, mais comme là on reste encore dans un univers assez fantasy, franchement, c'est très bien passé. Tu vois, du moment où vous voyez, c'est pas la mafia avec leurs armes, leurs machins, leurs trucs, leurs drogues et tout, bon, ça va. Après j'ai bien aimé aussi qu'on ait beaucoup plus d'histoires sur finalement la genèse de leur relation, etc. et tout ça, j'ai trouvé que ça construisait vraiment la mythologie de leur couple beaucoup mieux, et c'était très très chouette. J'aime beaucoup comment elle a dressé l'évolution en fait de leur relation à eux deux, notamment dû au fait que bah lui est quand même un personnage extrêmement gris, et du coup notre jauge de moralité est quand même mise un peu à mal. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu en longueur sur le début, donc il faut vraiment s'accrocher. Au bout de 30%, on se dit un peu, bon bah cocotte, tu nous emmènes où quoi? Après, l'enquête va commencer à prendre le dessus, et du coup ça va devenir plus dynamique. Et le truc que je voulais quand même souligner dans cette série, c'est que l'héroïne, elle prend mais
tellement cher, mais tellement cher. Enfin, franchement, elle est ultra courageuse, parce que quand je vois tout ce qu'elle vit dans le 1 et tout ce qu'elle vit dans le 2, et la nana, elle continue le matin de bonne humeur en disant « Allez, petit café et on repart », tu vois. J'étais là, mais moi, je reste 3 semaines dans mon lit à pleurer. Hein. Enfin, donc franchement, non, elle est vraiment forte. Après, je suis hyper contente, j'ai très envie de continuer, parce que j'ai un petit peu envie de voir... où ça va nous mener, parce que forcément l'autrice nous laisse sur une phrase de fin, on est là genre what. Donc forcément ça donne trop envie de lire la suite. Par contre je suis hyper déçue parce que comme je vous ai expliqué je crois la dernière fois, il y a une novella du coup la 2.5 qui est plus ou moins la suite là, mais vraiment sur un format hyper court, et en plus je crois que ça parle surtout de leur histoire d'avant, qui est sortie. Et en fait, le 3, pour l'instant, moi je l'ai pas encore vu annoncer, quoi. Ou alors il est annoncé, je crois, en avril 2026 en anglais, il me semble, un truc comme ça, je suis même pas sûre. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on va l'avoir en français, quoi? Enfin, ça va être ultra long. Donc ça, c'est un petit peu... je trouve, la difficulté quand on suit comme ça des sagas traduites. Je vous parlais de mon problème avec l'anglais, mais bon, voilà, il y a aussi des problèmes à lire en français, c'est que parfois... on espère quoi que la maison d'édition va aller jusqu'au bout de la traque, parce que sinon on va se retrouver avec des bouts d'histoire qui sont pas terminés, quoi. Donc voilà, donc moi je suis plus inquiète pour ça, donc ça prouve quand même que c'est une série que j'aime bien. Et franchement, voilà, je lui avais mis 4 sur 5, je trouve que c'est une petite série sympa, qui se lit vraiment tout seul, et puis j'ai hâte de voir un petit peu la suite des aventures de nos deux compagnons. Là on va passer à un livre, franchement c'est un peu honteux, je sais même pas ce que je pourrais vous dire sur ce livre. Donc du coup c'est Quand nos os retourneront à la terre de V. Schwab. Qui est un livre quand même, je crois qu'en audio, je saurais pas trop vous dire, mais je crois que le truc faisait quand même près de 20 heures, hein, donc il me semble que c'était un livre quand même assez long. En tout cas, ça m'a paru extrêmement long. Donc c'est un livre que j'ai DNF extrêmement rapidement. Donc j'ai commencé à le lire en me disant « Ah c'est génial, ça va être un peu comme Entretien avec un vampire et tout machin ». Et en fait, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai pas du tout accroché. Donc en fait, on va suivre au départ... l'histoire d'une jeune femme qui vit dans les années 1500, 1600 je crois en Espagne et tout, alors avec tout ce que ça a de catholicisme bien pensant. Et en fait, elle va voir une espèce de veuve qui va arriver dans son petit village, qui va l'intriguer et tout machin, donc on comprend assez rapidement finalement que cette veuve va jouer un rôle important et tout. Et en fait, pendant 1 heure d'écoute et quelques, franchement j'étais vraiment bien hypée dans l'histoire, et d'un coup d'un seul, on passe à une histoire que j'ai trouvé tellement naze que j'ai arrêté direct. Et c'est ça qui est triste, parce que je pense que vraiment, l'histoire de Maria, donc qui est du coup le premier personnage qu'on va suivre, aurait été vraiment, si on était resté focus sur ça, peut-être que j'aurais écouté encore des heures et des heures, mais après on passe à l'histoire, je crois que c'est Alice, qui est une jeune femme en fait qui vit à notre époque, qui va à une soirée alors qu'elle a pas envie d'y aller, parce qu'elle est pas trop sociale et tout machin, qui va tomber sur une meuf qui va lui taper dans l'œil, et genre, sans déconner, hein, au bout de 10 minutes d'écoute, t'as déjà une scène de sexe entre les deux nanas, quoi. Et j'étais là... ça c'était vraiment pas nécessaire, en fait. Enfin, vraiment, j'étais vraiment là, genre... non, en fait. Enfin, je suis désolée, mais si tu veux me mettre des scènes un peu spicy... crée-moi de la tension, crée-moi une raison, crée-moi en fait... mais tu fais pas genre, elles viennent se rencontrer, elle c'est une asociale, elle est hyper sociale, et puis d'un coup d'un seul, elles ont décidé d'aller dans une chambre, se réfugier et de faire l'amour. En fait, non. Donc voilà, moi tout ce qui est instafuck, je déteste, enfin vraiment c'est un truc, c'est un trope qui me saoule en fait, parce que je trouve que c'est comme si vous voulez, on vous servait le dessert en premier, quoi. Ça fait vraiment genre, voilà, je te donne exactement ce que t'as envie d'avoir, et puis derrière, on va essayer de construire un truc, en fait, pour faire genre que ça valait le coup de commencer par ça. Non, en fait. Enfin, désolé, pour moi, il y a quand même une... Alors peut-être que je suis hyper vieux jeu, hein, j'en sais rien, mais pour moi, j'ai besoin, en fait, que tu m'amènes vers une histoire. En fait, tu peux pas juste me servir des scènes en pensant que c'est ce que j'attends, alors que c'est pas du tout ce que j'attends, en fait, en tant que lectrice. Donc bref, ça m'a gavé. Et en fait, j'ai attendu en me disant... Non mais en fait en vrai ça va aller, enfin ça va repasser à Maria, et en fait j'ai eu l'impression qu'on allait tellement se concentrer sur cette partie-là que j'ai lâché. En fait j'ai dit mais en fait j'ai pas du tout envie d'y retourner, il y a 12 000 trucs que j'ai envie de lire ce mois-ci, et j'y suis pas retournée. Et en fait j'ai vu d'autres avis de youtubeuses sur ce livre, et ça m'a convaincue de ne pas y retourner. Donc je pense que c'est pas fait pour moi. Je pense que ça sera pas mon dernier essai pour autant avec V. Schwab, parce que bon, malheureusement j'ai essayé Galante que j'ai pas aimé, j'ai essayé celui-ci que j'ai pas aimé, mais je vais quand même essayer de lire les trucs Magic Shades, là, je sais plus comment ça s'appelle, parce que et puis Adi Larue, je crois qu'elle a écrit aussi, parce que je pense qu'il y a quand même certains de ces univers qui peuvent me plaire, parce que je sens qu'il y a des choses qui me plaisent chez elle,
Mais c'est juste que là, bah en fait, non. Enfin, 1h sur 20 et on est déjà en train de parler de scènes de Spice, bah en fait, non. Donc voilà, donc désolée, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre, outre que bah malheureusement, pour moi, ça m'a pas intéressé quoi. Ensuite, il y a un livre que j'ai adoré. Mais en vrai, en y repensant, il y avait tellement de trucs qui m'ont pas plu. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ce livre, ça a été un peu un lavage de cerveau. C'est Fantasma de Kaylee Smith. Donc Fantasma, quand il est sorti aux US, ça a fait un boucan de ouf. Sauf que les gens avaient tendance à dire, c'est un peu comme, vous savez, la série là, sur les démons de l'enfer, etc., la nana qui cherche sa sœur et tout, et je vais pas retrouver ce nom, je suis désolée, je vous remettrai une photo. Et en fait, c'était une série, moi, que j'avais commencé, que j'avais adoré, et en fait, à un moment donné, c'est parti complètement en cacahuète, côté Spice et tout, et j'ai dit, bah là, stop. Même moi, à un moment donné, trop de smut, tu le smut. Et donc, j'étais mi-figue, mi-raisin, si vous voyez, quand ils ont commencé à dire « Ah, mais c'est vraiment ce truc-là, mais en mieux », j'étais là « Bah là... » Et puis bon, je me suis laissée porter par l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire me faisait énormément penser à Caraval. Donc dans Fantasma, on va suivre, l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... Je ne me souviens plus comment, je suis désolée, donc en fait, ce sont 2 sœurs. Donc les 2 sœurs appartiennent à une famille de plus ou moins, ce qu'ils appellent plus ou moins nécromanciens. Donc ils aident les gens à entrer en contact en fait avec les morts, etc. pour leur répondre à des questions et tout machin. Donc ils sont plus ou moins bien vus, pas trop bien vus dans cette société de la Nouvelle-Orléans, c'est pas très clair. Mais en tout cas on sait qu'autour d'eux plane un truc autour de la mort, etc. et qu'on peut faire appel à eux si besoin. Donc voilà. Leur mère vient de décéder, donc c'est la plus âgée, du coup l'aînée, qui va prendre sa place en tant que nécromancienne principale de la famille, sauf qu'elle va très très vite se rendre compte que finalement, sa mère avait beaucoup de secrets et qu'elles sont en faillite, et que c'est un peu du coup la merde parce qu'elles vont perdre leur maison. Elle va se disputer avec sa jeune sœur va disparaître et elle va se rendre compte que sa jeune sœur, a priori, a décidé de prendre part à Fantasma, qui est donc un jeu. On va appeler ça un jeu, faut s'imaginer un peu comme un cirque, c'est-à-dire que ça va s'installer en fait dans une ville, et ça va proposer aux gens de venir du coup dans Fantasma, vivre un certain nombre d'épreuves, voilà, et à la clé, si vous gagnez, vous avez le droit potentiellement à un vœu. Donc c'est un grosso merdo Caraval. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'avez pas lu Caraval, l'histoire que je viens de vous donner, avec quelques micro-twists, c'est exactement la même histoire. Et il faut savoir quand même, en lisant Fantasma, que la construction du récit, c'est Caraval. C'est-à-dire que franchement, j'arrive pas à comprendre que les gens se soient pas plus offusqués, parce qu'à chaque fois que les gens écrivent un truc qui ressemble de près ou de loin à du Sarah J. Maas, tout le monde est là « Ouais, quoi, non, mais c'est vraiment comme un cotard, et machin !» Et là, j'ai envie de dire, mais là, la meuf, c'est comme si elle avait pris Caraval, elle l'avait juste réécrit par-dessus, quoi, et ça choque personne. Donc bon, j'ai envie de dire, bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, ça me choque jamais, parce que je me dis, bah, du moment que tu m'as fait vivre un bon moment, et comme Caraval, c'est une de mes séries préférées de ma vie, bah, du coup, ça m'a pas gênée, mais il faut quand même le savoir. Alors après, c'est là où je vais un petit peu nuancer, c'est pas aussi bien que Caraval. Parce que je trouve que la relation amoureuse qui va se construire, parce que forcément notre héroïne va prendre part à ce jeu, en fait, c'est beaucoup plus sanglant que Caraval, parce que Caraval, c'est un côté un peu insidieux et pernicieux qui est très 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 bien fait. C'est-à-dire que c'est flippant, c'est dangereux et tout, mais tout est fait dans énormément de subtilité, de couleurs et tout, enfin c'est magnifique, et à la fois c'est magnifiquement déroutant, quoi. Vous voyez, c'est ça Caraval. Il y a un côté un peu où je vais jouer avec les sens et tout. Enfin, l'autrice, elle fait un truc avec cette série qui est absolument fantastique. Là, on va être dans quelque chose d'un peu plus basique et beaucoup plus tourné autour des démons et de la façon dont ils vont manipuler finalement les humains. Donc c'est un peu différent. Vous voyez, dans Caraval, on est autour de cartes de tarot personnifiées. Enfin, c'est pas les mêmes univers exactement. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, parce que quand vous allez lire Fantasma, vous allez rentrer dans un nouvel univers. C'est quand même pas l'univers de Caraval. De Caraval, on a tiré comme ensuite la série Once Upon a Broken Heart, qui était aussi magnifique. Là, dans Fantasma, je pense que ce sera un peu plus compliqué de venir tirer comme ça les fils d'une série complémentaire, parce que pour moi, l'univers le permet pas. Quoi qu'il en soit, on va quand même suivre donc cette jeune femme qui va prendre part à des rites sanglants, des jeux sanglants avec des démons, etc. et tout, qui va en apprendre aussi sur elle, sa famille, etc. et tout. C'était finalement... Bah,
c'était hyper divertissant, en fait, on se prend au jeu, c'est le cas de le dire, et on se prend à suivre cette jeune femme en se disant mais comment elle va s'en sortir, elle passe des pactes, elle est aidée par un espèce de démon, etc., qui la suit et tout, mais on sait pas trop pourquoi. Bon, franchement, moi j'ai trouvé que c'était assez bien fait, j'ai trouvé quand même que la fin, on la voyait quand même assez venir, mais très très bon moment, enfin je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que j'ai enlevé un 0,5 pour le côté, c'était un peu facile chérie de reprendre quand même tout Caraval et de le faire à ta sauce, néanmoins. Mine de rien, en faisant ça, tu l'as quand même un petit peu moins bien fait. Donc ça c'était à prendre, c'était pour moi ce qui a fait en fait un peu baisser sa note de 5 à 4,5 et c'est pourquoi aussi c'est pas un coup de cœur. Après, il y a des petites choses qui étaient un petit peu dommages, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout traité. Ça c'est dommage parce que la Nouvelle-Orléans en soi, elle a tellement une... C'est une ville qui a tellement une histoire et une culture qui peut permettre justement de faire remonter comme ça des ambiances fantasmagoriques. C'est un petit peu dommage que ça ait été finalement un élément planté comme ça dans le décor et puis qu'on n'en ait jamais plus reparlé. Donc ça j'étais un petit peu triste parce que moi, quand j'entends dès le départ de l'histoire qu'elle se trouve là-bas, j'étais là « Waouh, mais comment ça et tout, qu'est-ce qui va se passer ?» Rien du tout. Donc voilà, après, sachez que c'est quand même un livre qui peut se lire plus ou moins comme un one-shot. Il y a un tome 2, mais qui va finalement être sur d'autres personnages. Donc du coup, si jamais vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez. Sachez qu'il est en audio sur Nextory en plus, donc c'est quand même assez facile d'accès. Je crois, je vais pas vous dire de bêtises, je vous dirai si j'ai dit une bêtise ou si je l'ai acheté avec Audible, mais je crois qu'il est sur Nextory. Et donc, il y a Enchantra qui va sortir là en octobre, donc moi c'est sûr que je vais l'écouter parce que vraiment j'ai passé un très bon moment. Voilà, par contre, je vous conseillerais 1000 fois d'avoir lu Caraval avant, parce que ça serait dommage que vous lisiez ça et que vous disiez de Caraval, ah ouais, c'est fantasma, mais c'est longuet, c'est machin et tout, parce que c'est pas les mêmes univers. Caraval, il va beaucoup plus prendre son temps, il va être dans des descriptions qui sont beaucoup plus, comme je vous disais, qui sont plus sensorielles, et du coup ça va vous paraître peut-être moins dynamique que Fantasma. Alors par contre, les gens qui ont dit ouais, il y a trop de scènes de smut, machin... Alors c'est un smutty standard, c'est-à-dire qu'il y en a disséminés à droite à gauche, on sait pas trop pourquoi, mais il n'y a pas non plus de quoi jouer les mijaurés, enfin voilà, ça m'a pas plus traumatisé que certains trucs que j'ai lus dernièrement où les gens se sont beaucoup moins offusqués. Voilà, je vous ai fait tout le topo sur Fantasma, ça a pris un peu de temps parce que comme vous l'avez vu, j'avais fait une double page sur le sujet parce que c'est un truc qui m'avait quand même bien marqué, mais voilà, hyper contente d'avoir découvert ça, et puis je lirai la suite quand même avec plaisir. Un livre un peu pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai lu les 2 BD du coup Brindille de Frédéric Brémaux et Federico Bertolucci. Donc je suis hyper contente parce que du coup c'est ma meilleure amie qui m'avait offert le 2, donc je te fais un bisou s'il passe par là. J'aime beaucoup les dessins de Bertolucci. J'aimerais bien découvrir d'ailleurs beaucoup plus de dessins lui, donc j'essaie de vous trouver une petite planche pour que vous vous rendiez compte en fait de la beauté du truc quoi. Enfin voilà, on est sur des choses un peu comme ça. En revanche, je lui ai mis malheureusement 3 sur 5 à cette saga de livres, et notamment au numéro 2. J'avais beaucoup aimé le 1, je l'avais lu il y a des années. Donc on va suivre l'histoire d'une petite jeune femme, qui est donc celle-ci, qui va débarquer comme ça suite à un incendie, mais elle sait plus qui elle est, etc. Elle va aller dans un petit village, et elle va être aidée en fait par une espèce de loup qui, entre guillemets, désolé mon cher Bertolucci, mais ressemble quand même grosso merdo à un renard, quoi. Et elle va découvrir un peu pourquoi elle est là, quel est son destin. Et si vous voulez, le tome 1 il était très chouette parce qu'on avait un peu un côté de... dans Brindille, on entendait un petit peu ce petit être finalement dans la forêt qui va se découvrir un destin, etc. et tout, qui va être aidé par cet animal de la forêt, etc. Donc je sais pas, il y avait un truc un peu féerique si vous voulez. Et en fait, arrivé au 2... c'est comme si les mecs, ils avaient décidé d'écrire complètement autre chose. Enfin, et vraiment, je suis arrivée à la fin du livre, j'étais là, mais sérieux quoi, tout ça pour ça quoi. Donc franchement, dans le tome 2, en 2 minutes, la personnalité de l'héroïne change, on arrive avec une fin, mais j'ai trouvé que la fin, excusez-moi du mot, mais c'était du foutage de gueule. Je suis arrivée à la fin, j'ai dit vraiment, c'est ça ta fin en fait, c'est vraiment ça en fait que t'avais envie de me raconter, et du coup j'étais ultra déçue quoi. J'ai trouvé vraiment la construction de la partie un peu récit, j'ai pas... Alors après, moi j'ai pas été touchée par ça, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais moi j'ai trouvé que vraiment... Enfin j'étais hyper déçue. Je garde les livres parce que j'aime beaucoup le dessin que je trouve magnifique, et ça pour le coup y a rien à redire, c'était très très beau. Mais par contre sur l'histoire...
c'était mais vraiment hyper décevant quoi. Donc malheureusement, bah, si vous aimez le travail de Bertolucci, je vous conseille vraiment parce que comme je vous dis c'est magnifique et donc c'est quand même des éléments visuels à garder dans une bibliothèque parce qu'ils sont très beaux. Peut-être que vous, l'histoire vous touchera. Bon, à vous de voir. Ensuite, j'ai enfin lu L'Oracle de l'Oiseau Noir, du coup, de Deborah Harkness. Donc, comme je vous l'expliquerai dans le petit vlog que je suis en train de filmer, c'est de ce livre que je tirais, du coup, ma citation du mois que j'ai mis dans mon reading journal, parce qu'il y avait une citation que j'avais trouvée très belle. Alors, le livre, hein, il est sublimissime. Alors moi, pour vous dire, malheureusement, je me le suis fait en audio. Donc, je me le suis... racheté parce que vraiment j'avais des crédits d'avance sur Audible et qu'en vrai j'avais vraiment pas le temps de lire beaucoup de livres au mois de septembre, donc je l'ai fait en audio. Alors, mon sentiment sur ce livre-là, donc comme je vous l'avais expliqué, c'est le plus ou moins 4e tome dans la série Le Livre perdu des sortilèges, donc vous savez, il y a la série sur Netflix, si vous l'avez pas vu, machin, nan, vous pouvez regarder. Et on suit du coup Diana et Matthew. Donc Diana est une sorcière, Matthew est un vampire, et tous les deux ont des enfants. Et donc dans ce tome-là, on va être un peu plus sur l'histoire familiale de Diana, qui a une histoire assez tragique malheureusement, et une relation à la magie qui est assez spécifique, parce qu'en fait, sa magie a été bridée par ses parents pendant très longtemps quand elle était enfant, et donc elle va découvrir sa magie vraiment sur le tard, en tant qu'adulte. Et là, on va remonter finalement les fils de cette histoire-là pour comprendre pourquoi sa magie avait été bridée, qu'est-ce qu'on essayait de faire, etc. Alors, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'était sympa, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Je trouve que on retrouve l'univers qu'on adore finalement dans la première trilogie, et ça c'est vraiment agréable, mais honnêtement, pendant 50% du bouquin, je me suis quand même dit... Est-ce que tu veux bien en venir quelque part? Parce que là, je ne comprends pas en fait ce que tu es en train de me raconter, j'ai l'impression de regarder juste les épisodes de la vie de Diana et Matthew. Donc Diana s'inquiète pour ses enfants comme elle le fait 95% du temps, et Matthew est ultra jaloux, possessif et contrôlant comme 95% du temps. Et donc il se passait un peu rien. Donc du coup j'étais là, bon... Je commençais un petit peu à voir où on voulait en venir, mais il n'y avait pas d'enjeu en fait. Vous voyez, il n'y avait pas de truc genre « Oh mais qu'est-ce qui va se passer ?» machin. Sur les 50 derniers pourcents, vraiment ça arrive. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage de la part de Deborah Harkness, parce que clairement il y aura une suite, hein. On arrive à la fin, il n'y a pas toutes les réponses, donc il y aura clairement une suite, mais je me suis dit, c'était une introduction un peu longuette. Tu t'es un peu... Pas tu t'es foutu de nous, mais... Enfin, faire un pavé aussi gros pour que pendant 50% tu me racontes quasiment rien, c'est un peu abusé. Donc du coup j'ai été un petit peu déçue par rapport à ça, et ça m'a un peu saoulée. Je lirai quand même la suite parce que maintenant, grâce aux 50% restants, il y a quand même des enjeux qui m'intéressent et j'ai envie de voir où ça va mener. Mais j'espère qu'elle va quand même replonger vraiment dans ce côté magie, dangerosité, etc. Parce que là, c'était un peu... C'était un peu The Good Witch quoi au début quoi, donc c'est cool. En fait The Good Witch à regarder à la télé quand t'es en train de manger ou de faire autre chose c'est sympa, mais en fait quand t'es en train de lire, c'est un peu... tu te fais un peu chier quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire plus, je vais voir ce qui se passe dans la suite, mais pour moi c'est pas à la hauteur de la première trilogie, ça c'est certain. Mais bon voilà, si vous aimez l'univers, vous aimez les personnages, vous avez envie de vous replonger un peu dans ce... dans un espèce de livre un peu tranche de vie de Diana et Matthew, franchement ça peut vous plaire. En revanche, après, j'ai lu un livre... Alors, pour autant, je lui ai mis 4 sur 5 hein, au livre précédent, hein, donc ça veut pas dire que c'était nul. Hein. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mais je pense que ce qui m'a déçue, c'est un peu la promesse de l'autrice pour moi qui n'était pas remplie. C'est ça que je voulais dire. Parce que je trouve que le livre est très chouette, et ça m'a fait plaisir de retrouver l'univers, les personnages et tout, mais j'ai un peu trouvé que l'autrice s'était fichue de moi, parce que je pense qu'elle aurait pu écrire son 2... Enfin, si vous voulez, ça aurait peut-être été un gros one-shot, mais à mon avis, elle aurait pu tout écrire sur un tome et ne pas nous laisser 50% de battements qui servent pas à grand-chose. Voilà, c'était une petite précision. En revanche, le livre suivant, c'est un des seuls livres du coup que j'ai lu en anglais ce mois-ci, c'est Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, qui a écrit du coup Divine Rivalité. Si vous n'avez pas encore lu les Divine Rivalité, lisez cette série, c'est un truc de ouf. Et franchement, c'était ouf. Enfin, j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture. Enfin, j'ai adoré ce que Rebecca Ross a réussi à faire avec un one-shot. J'ai trouvé que c'était magistral parce que cette écrivaine arrive à nous écrire un récit, mais d'une richesse, enfin d'un monde en fait tellement bien construit, tellement intéressant, avec un côté un peu conte,
mais de rien quoi. Enfin, et en fait, sur un livre qui fait 470 pages, bah il y a un début, il y a une fin, il y a un développement de personnages, il y a des relations qui se créent, enfin c'est vraiment, il y a une mythologie, donc il y a vraiment toute une histoire dans l'histoire et tout. Enfin franchement, Rebecca Ross, mais moi je me dis, mais de livre en livre, mais elle va nous faire des trucs de dingo je pense. Donc du coup, j'espère qu'elle reprendra à nouveau des risques et qu'elle fera pas, parce que là je sais qu'elle avait sorti un nouveau livre mais qui était encore dans l'univers de Divine Rivalité, et j'étais là, non mais chérie, genre t'as écrit Divine Rivalité, c'était très bien. Alors là, t'as envie de nous en dire un peu plus, mais à un moment donné, genre, propose-nous des nouveaux univers, parce qu'en fait, t'en es clairement capable. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Clémentine. Je crois que c'est ça son nom, attendez, je vérifie juste une seconde. Oui, c'est ça. Donc du coup, elle s'appelle Clémentine, et donc Clémentine, elle est la fille d'un mage qui est un peu spécifique. Ils vivent dans un petit village, en fait, qui se trouve au bord d'une forêt, d'une montagne et tout. Et dans leur royaume, à chaque pleine lune, il y a un des cauchemars, finalement, des habitants qui va devenir réel, et les mages sont là pour y mettre fin, afin de protéger, finalement, les populations. Et ils sont rémunérés, du coup, par le duché pour faire ça. Donc ils ont vraiment comme un poste, quoi. Sauf qu'un jour, va débarquer dans son village deux sorciers venus nulle part, et en fait, ils vont remettre en question le poste de son père et d'elle, du coup, et ils vont plus ou moins leur voler leur poste, quoi, et devenir les nouveaux mages attitrés à ce village-là. Et donc, les deux, donc son père et elle, vont devoir quitter le village, et aller faire leur vie ailleurs. Donc ça commence, c'est un peu genre, waouh, c'est chaud quoi. Et si vous voulez, ce qu'on va suivre, donc ça, je vous raconte ça, c'est vraiment le tout début de l'histoire. En fait, ce qu'on va suivre, nous, c'est Clémentine, et comment Clémentine, elle va plus ou moins fomenter sa revanche envers ces deux sorciers-là qui ont un peu volé toute sa vie. Et c'était trop bien. Enfin, vraiment, les personnages sont très bien construits, la relation qui se crée entre Clémentine et l'un des deux sorciers qui s'appelle Félan est hyper intéressante. Tout ce qui se passe autour de sa famille et tout est très mystique. Il y a une histoire justement un peu... Je trouve qu'il y avait une histoire finalement un peu comme Caravage, c'est-à-dire des personnages qui sont pas forcément ce qu'ils sont censés être, etc. Enfin, il y a pas mal de duplicité dans ce livre. Après, il y a le tout petit défaut, et je pense que c'est pour ça que je lui ai enlevé un petit demi-point. Je lui ai pas mis... C'est pas un coup de cœur, on n'est pas passé au coup de cœur à cause de ça, je pense. Il y a la problématique, je trouve, de Rebecca Ross, c'est ses fins. Je trouve qu'elle va tirer un peu en longueur sa fin, et puis le mot final, le point final de l'histoire, va toujours arriver de façon un tout petit peu abrupte. Et donc on est un peu là, ah oui, bon, tu nous fais toute une fin où tu fais monter la tension, et puis pouf, c'est fini quoi. Donc ça c'est un petit peu ce que je lui avais déjà reproché dans le tome 2 de Divine Rivalité, et c'est vrai qu'on l'a retrouvé ici. Mais voilà, c'est génial. Enfin franchement, si vous lisez pas en anglais, attendez, parce que je suis sûre qu'ils vont finir par le traduire à un moment donné, ils traduisent tout de Rebecca Ross, donc il y a pas de raison. Par contre, dès qu'il sort, mais jetez-vous dessus. Enfin vraiment, et je trouve en plus pour la période là, septembre-octobre, c'était magique à souhait, c'était exactement ce qu'on avait envie de lire, c'était vraiment parfait. Je trouve que ça s'inscrit directement dans la veine de Une fenêtre sur les ténèbres. Je cherchais un livre qui allait me faire vivre comme ça des émotions hyper fortes, avec un côté un peu conte sombre et tout. Ce livre, une pépite. Donc vraiment, trop contente de vous le présenter. Vous voyez, je lui ai mis 4,5 sur 5, mais finalement j'ai noté dans mon carnet comme ma meilleure lecture fantasy du mois de septembre, donc voilà. Trop contente du coup d'avoir sorti ce livre en anglais de ma palle, parce que comme quoi, vous voyez, il y a des petites pépites qui se cachaient, et c'est un peu dommage. Alors, pour le coup, c'est pas forcément le cas de celui-ci. Donc celui-ci, c'était The Unfortunate Side Effect of Heartbreak and Magic, du coup de Brian Randall. Donc c'est un livre, malheureusement... que j'ai commencé, qui est en anglais, qui parle d'une jeune femme qui a des pouvoirs, qui a une espèce de malédiction sur sa famille parce qu'elle doit avoir le cœur brisé 4 fois, etc. Qui a sa petite boutique de pâtisserie et tout. Donc ça commence hyper bien, vous voyez, c'est un peu un Amber Falls, on se dit « Oh, c'est mignon » et tout plein. Mais en fait, je me faisais chier. Oh, l'écriture, elle était lourde. Enfin, vraiment, c'était des mots et des mots et des mots et des mots pour pas dire grand-chose et tout, avec des espèces de retours en arrière qui arrivaient au plein milieu d'un paragraphe comme ça, sans crier gare, en fait. Et j'étais là, attends, mais pourquoi tu me parles de ça, là? Ah oui, d'accord, en fait, t'es en train de te souvenir de ce mec que t'as rencontré quand t'étais gamine et tout. Et en fait, au bout de 10% du livre, j'étais là, en fait, c'est imbitable. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que l'écriture, pour moi, et là, la plume, et c'est pour ça que c'est dommage, parce que si un jour c'est traduit en français, je pense que c'est typiquement le genre de livre que je me ferai en 20 minutes, parce qu'à mon avis, ils adapteront un petit peu le style, mais là, vraiment, en termes de style, ça n'allait pas, quoi. Et c'est dommage, parce que je pense que vraiment c'est mignon,
Mais c'était longué quoi, c'était longué, c'était lourd, et en fait dans les genres d'histoires un peu mignonnes comme ça, bah on a envie que ça aille vite quoi, enfin on n'a pas envie que tu nous traînes pendant des pages sur ah oui le souvenir de machin, de trucs, de ah et quand avec mon frère on était sous cet arbre et qu'on jouait à Colamaillard, m'en fous quoi, enfin vraiment j'étais là, oh là là, donc bon ça m'a saoulée, je pense que c'est un livre que je vais sortir définitivement de ma palle, en me disant bah il est là, je le garde en tête comme ça le jour où il sort en français potentiellement, bah je suis contente de le retrouver, mais compte tenu de sa qualité de plume, je suis même pas sûre qu'il sera traduit, donc voilà, bon, je l'ai pas noté comme faisant partie des livres que j'ai lus parce que je l'ai quand même d'Inef quand même assez vite, mais malheureusement c'est pas l'histoire qui m'empêche d'y retourner, c'est vraiment le style qui fait que bah j'ai pas du tout accroché, donc bon bah je pense pas que j'y retournerai, donc c'est un peu dommage. J'avais eu le cas l'année dernière avec un autre livre qui était un peu comme ça aussi. Moi ça me fout toujours les boules parce que je me dis ça se trouve t'es en train de passer d'à côté d'un truc trop cool, mais vraiment à un moment donné faut pas non plus se forcer, parce que quand on se force à retourner dans un livre, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. On approche au bout les amis, on approche au bout. Je sais que cette vidéo va être très longue parce que j'avais beaucoup de livres à vous présenter, parce qu'au final j'en ai pas 12 mais 13, mais on approche au bout. Là je vais vous parler d'un livre que j'ai semi-DNF, c'est ce que je vous disais au départ, c'est La Voix éternelle d'Antonia Hodgson. Donc La Voix éternelle d'Antonia Hodgson, au départ ça faisait pas forcément partie des livres où j'étais ultra hypée je pense, enfin c'est un livre qui me faisait envie mais qui me faisait pas envie genre de ouf. Parce que j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose qu'on avait déjà vu, puisqu'on était dans cette histoire où il y a une jeune femme, il y a un tournoi pour être le prochain roi, elle a pas du tout décidé d'être reine, ça l'intéresse pas du tout, mais il y a quelqu'un qui est assassiné dans le tournoi et elle va devoir prendre sa place pour un petit peu démontrer son innocence, parce que c'est vraiment le personnage qu'on se dit bah c'est forcément elle qui l'a tué parce que l'autre l'avait humiliée la veille comme Jaja. Et donc elle va prendre plus ou moins part au tournoi et tout pour s'innocenter. Alors ce livre, en vrai, je pense que si on le lit, ça va. Là, moi, le problème, c'est que je me le fais en audio. L'audio fait quand même 22 heures. Donc il faut vous rendre compte quand même de la longueur du truc, parce que aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux fait à peu près 20 heures et quelques pour le tome 1. Donc là, on est quand même en train de se parler d'un livre qui a cette longueur-là, 22 heures d'écoute. C'est énorme. Et si vous voulez, c'est un peu ça qui est chiant, parce que finalement j'avais lu, je vous dis, je suis à 8 à 10 heures d'écoute, ah mais c'est même pas 22 heures, c'est 25 heures, c'est encore pire. Je suis à 8 à 10 heures d'écoute, et en 8 à 10 heures, donc c'est-à-dire quand même, je suis pas tout à fait aux 50%, mais pas loin, enfin j'ai lu un bon quart quoi, il se passe pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que sur les 8 à 10 heures, le résumé qui était un 4ème de couverture que je viens de vous donner, bah c'est à peu près tout ce qui s'est passé quoi. Et la difficulté aussi de ce livre-là en audio, c'est qu'il y a énormément de personnages. Parce que du coup, on va suivre 7 plus ou moins tribus, enfin congrégations de personnes, là il y a les ours, les renards, les blabla, les corbeaux, les trucs, les machins. Et en fait, on va passer de l'un à l'autre sans arrêt. Ah oui, le personnage machin fait ça, puis le personnage machin fait ça, puis lui fait ci, puis machin, puis truc. Et donc au bout d'un moment, quand on écoute, on a plein. Oula, attends, mais t'es où, t'es qui, c'est qui ça encore, c'est quoi cet animal chelou et tout. Tout ça pris en plus dans les épreuves qui sont un petit peu disséminées ici et là, que j'ai pas non plus trouvé hyper claires visuellement parlant. Enfin, j'ai eu vachement de mal à me les représenter. Ça a fait que c'est un livre qui me laisse hyper pantoise, parce que à la fois, je trouve que c'est un livre où on sent que l'autrice a pris son temps pour créer l'univers, bah c'est le cas de le dire, et construire les personnages, et donc du coup c'est très chouette, enfin vraiment c'est un chouette livre, mais par contre c'est fastidieux quoi. Et donc c'est pour ça que je l'ai pas vraiment mis en DNF, parce que je me dis bon, t'écouteras peut-être 2-3 heures ici et là, parce que finalement j'adore l'héroïne, j'aime beaucoup le personnage qu'elle a construit, et du coup j'ai vraiment envie de savoir comment elle va se sortir de ce merdier dans lequel elle est, mais voilà, c'est dur, c'est lourd, c'est pas... Alors en tout cas, c'est pas la petite fantaisie que je m'étais imaginé que ça serait en mode tout est cousu de fil blanc et c'est très facile. Non, ça fait un peu Game of Thrones, mais version plus sympathique, plus gentillette quoi. Mais voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec ce livre. Donc si jamais vous l'avez lu, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient adoré, hein. Donc en vrai... Je suis à deux doigts en fait, si vous voulez, de me le prendre en bouquin et de le lire vraiment en physique. Pour me dire, mais en fait, quand tu seras en physique, t'auras les yeux sur la page, donc les mots vont s'inscrire beaucoup plus facilement, et peut-être que tu vas le lire beaucoup plus rapidement finalement que en audio. Donc je suis un petit peu, vous voyez, entre ces deux eaux-là. Donc peut-être qu'en octobre, vous allez le revoir passer,
et qui sera en physique, et je vous dirai, j'ai adoré ma lecture parce que c'était plus simple. Je ne sais pas encore, écoutez, c'est un mystère à suivre. Il reste encore 3 livres, hein, donc autant vous dire que cette vidéo va être longue, je suis désolée, mais bon, j'avais plein de trucs à vous dire, je vous avais prévenu. Donc, le livre suivant, c'est Saga et Sable d'eau, et donc du coup, celui-ci, je suis hyper contente de vous le présenter, parce que ça fait un très très long moment qu'il attendait dans ma palle. J'avais lu Legends Latte, j'avais adoré, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à retourner dans ça, je pense que ça va être exactement la même chose la prochaine fois que je prends un petit J-Clown, où je me dis, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Je pense sincèrement que la raison pour laquelle j'ai attendu aussi longtemps, c'est que j'avais peur en fait de pas avoir la même sensation que j'avais eue en lisant Legends and Latte, et que du coup, cette impression avec Travis Baldree reste sur cette déception-là. Et bah franchement, quelle erreur, j'ai encore plus aimé que Legends and Latte. Donc je vous spoil un peu la fin de cette revue, mais en fait, dans cette histoire, on va suivre Viv 20 ans plus tôt, en fait 20 ans avant les événements finalement de Legends and Latte, où elle va commencer un peu donc dans sa vie de mercenaire là dans son clan, elle va faire une erreur un peu stupide, elle va être blessée, et donc ses copains vont plus ou moins l'abandonner dans un petit village en disant allez, tu te soignes et on vient te rechercher quand tu seras soignée, parce que de toute façon, tu vas juste nous attirer des ennuis si tu continues comme ça. Et si vous voulez, comme c'était un prequel, moi les prequels j'ai toujours un peu de mal, parce que comme on connaît plus ou moins la fin, je me dis toujours est-ce que c'est bien nécessaire, et est-ce que je vais quand même réussir à être prise dans l'histoire, parce que bah, je sais déjà comment ça finit en fait, puisque je connais l'histoire qui va venir plus tard. Et bah là, c'était pas du tout le cas, c'était trop bien. En fait, Viv, je trouve que dans ce livre-là, elle va avoir un chemin par rapport à sa personnalité, par rapport à des événements. C'est un livre qui va aborder en fait des sujets qui sont beaucoup plus profonds que juste c'est une orque qui est dans un village, qui est malade ou quoi que ce soit et qui doit se remettre. On va parler en fait finalement de sujets comme les personnes qu'on croise sur sa route, c'est-à-dire la façon dont ils vont nous toucher, dont ils vont nous changer, etc. Quand on sait que ça ne doit pas durer, est-ce qu'on doit quand même vivre finalement ces relations-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement si on sait que c'est pas forcément des gens qui vont rester avec nous des années. Et donc ça c'était un sujet qui était très fort dans le livre, je trouve qu'il était extrêmement bien dépeint. Et après, il y a plein de choses, elle va rencontrer plein de personnages secondaires, c'est mignon à souhait, enfin vraiment, elle va rencontrer une petite souris, une petite ratonne là, qui je sais plus comment elle s'appelle, qui détient une librairie, elle va l'aider du coup à remettre un petit peu d'équerre sa librairie et tout, c'est mignon comme tout. La rate là, où je sais plus comment elle s'appelle, elle a un espèce de chien, mi-chien, mi-hibou là, enfin bon bref, tout est trop mignon, enfin vraiment tout est trop mignon, ça parle de pâtisserie à tout va, enfin ça parle de bouquins, c'est un livre pour les amoureux des livres, parce que franchement Travis Baldree il va écrire des choses tellement belles en fait sur comment on se découvre aussi au fur et à mesure des lectures que l'on fait, enfin vraiment ce livre, une pépite. Enfin, j'ai trop kiffé ma lecture. En une soirée, j'avais déjà lu 30% du bouquin parce que bah malheureusement, c'est écrit gros, ça se lit tout seul, et que le livre est pas très long, donc en 300 pages, on arrive à faire un one-shot tellement bien, mais tellement bien, quand je sais que là, en novembre, en anglais, va sortir du coup la suite, donc ça sera la suite, d'après ce que j'ai compris, non pas de ce tome-là, mais bien de Legends and Latte, mais moi j'ai trop hâte. En fait, l'épilogue de fin de ce livre, donc repart à l'époque de Legends and Latte et laisse présager une suite de ouf, j'ai trop hâte. Donc j'espère vraiment que ça sera traduit le plus vite possible, parce que moi maintenant, je vais me dire en fait, Travis Baldree pour moi c'est un no-brainer, c'est-à-dire il sort un truc, je l'achète. Je réfléchis même plus, tellement je passe un moment génialissime avec lui. Donc la prochaine fois, je vous le dis aujourd'hui comme je pense, je n'attendrai pas 6 mois, 1 an pour lire son livre quand il sortira. Je pense que dans la foulée, je le lirai direct, parce que c'est un moment d'émotion tellement réconfortant. C'est un petit chocolat chaud en plein cœur de l'hiver, quoi. Donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, foncez, c'est trop cool. Ensuite, j'ai lu du coup Practical Magic d'Alice Hoffman, qui était mon classique du mois. Je vous avais dit, hein, c'est l'histoire dont est tiré le film Les Ensorceleuses, et c'est pas pour rien que je le dis comme ça, parce qu'en fait, le film n'a plus ou moins rien à voir avec le livre, ou l'inverse. Franchement, ils ont fait vraiment une adaptation extrêmement libre du bouquin, et ça m'a beaucoup surprise. Alors sachez que c'est un tout petit livre, hein, en audio, donc moi je l'ai écouté en anglais parce qu'il était sur Nextory. Il faisait 8 heures, je crois, un truc comme ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est très court. Et j'ai été hyper surprise parce qu'il y a énormément d'éléments qui
diffère en fait du film. Donc dans le film on a ces deux sœurs qui ont la trentaine, il y en a une qui a 2 enfants, l'autre qui brûle la chandelle par les 2 bouts et tout, et elles vont se réunir parce qu'en fait celle qui brûle la chandelle par les 2 bouts va faire une rencontre un peu malheureuse avec un amoureux, et en fait lui va se retrouver être extrêmement violent, et donc sa sœur va venir l'aider pour régler un peu cette situation, et ensuite va s'en suivre un petit peu leur vie à toutes les 4. Donc elles deux, les 2 petites filles, et puis on a aussi les 2 tantes un peu faux-folles mais très sympas. Et en fait, tout ce petit monde de femmes, donc chacune a sa personnalité, on va les suivre avec ses enfants qui sont assez jeunes et tout. Ça fait vraiment en fait une ambiance dans le film qui est vraiment très cool en fait, et en plus qui a cette vibe années 90 très sympa. Le livre, ça n'a rien à voir. Enfin, on est sur 2 sœurs qui peuvent pas se blairer quasiment, enfin qui s'écrivent et tout, mais franchement elles ont une relation détestable quoi. On est des années plus tard parce que les filles en fait elles sont ados, mais elles sont ados assez vieilles, genre elles ont 15-16 ans quoi, donc elles ont pas 10 ans et 11 ans. Donc du coup bah forcément c'est pas du tout la même dynamique non plus. La sœur qui brûle la chandelle par les 2 bouts, en fait elle s'est mariée donc avec un homme en effet qui était violent, mais là dans l'histoire on va suivre plus ou moins une nouvelle histoire d'amour, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Donc en fait il faut vraiment voir les 2 œuvres comme 2 œuvres séparées. Moi, j'ai bien aimé, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai retrouvés du film que j'aimais bien, donc c'est-à-dire il y a le côté quand même un peu magique, il y a le côté un peu tranche de vie de femme, etc. C'est des choses qui m'ont plu, mais je lui ai mis 3 sur 5 parce que les éléments principaux que j'aimais dans le film, finalement ils étaient pas là. Donc c'est-à-dire que l'histoire qu'on suit vraiment dans le film vient aux 10 derniers pourcents du livre. 10%. Donc on a 90% où c'est vraiment un livre tranche de vie. Donc on suit... En fait, on nous raconte une petite histoire, ensuite on nous raconte une autre anecdote, puis une autre anecdote, puis une autre anecdote, etc. et tout, puis on suit un petit peu, voilà, la vie de ces femmes-là, mais il se passe rien. Enfin... Et la relation... Enfin, le livre Les Ensorceleuses... Enfin, le film, pardon... l'élément principal et qui fait que ce film est quand même très beau, c'est la notion justement de liens familiaux. Enfin, c'est la relation d'amour entre ses sœurs. C'est pas la relation d'amour en fait entre les femmes et les hommes, alors que ça commence un peu comme ça, puisque toute la malédiction de la famille est basée sur ça, finalement, sur ces femmes qui ont décidé de ne plus aimer des hommes parce que ça leur brise le cœur, etc. Et en fait, on se rend compte dans le film qu'on essaie de nous vendre ça, mais que c'est pas du tout ça, le but de l'histoire. Et finalement, dans le livre, je l'ai pas retrouvé. Parce que leurs relations sont tellement dégueulasses. Alors, évidemment, elles vont s'améliorer avec le livre et tout, mais c'était un peu dommage, quoi. Je me suis dit, mince, là où vraiment c'est ce qui sauve finalement nos personnages dans le film, c'est pas le cas dans le livre. Donc j'étais un peu déçue. Ça m'a quand même donné envie de découvrir les autres, parce que quand je suis allée voir les notes sur Goodreads, en fait ils disaient que celui-ci c'était quasiment le plus mal noté de toute la saga. Apparemment le prequel, pour le coup, qui est un petit peu sur l'histoire justement qui a mené à cette malédiction, est bien meilleur. Donc écoutez, je vais voir. Si je les trouve un peu ici et là en audio et tout, j'essaierai peut-être de me les prendre, parce que l'audio était pas très très compliqué. Mais voilà, c'était pas une franche réussite, mais je suis contente de l'avoir lu. Et ensuite, on finit du coup par le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le Chant des Sacrifiés de Lali Lombard et Megara Nolan. Donc j'en ai un peu parlé dans mon vlog qui sortira un peu plus tard. Franchement, trop bonne surprise ce livre. Enfin... Ça partait de rien, parce que pareil, c'est une petite lecture que j'ai pris du coup sur Audible il y a quelques mois, et finalement je l'avais pas lu. Et comme là, il me restait du temps, c'est une lecture qui fait pareil 8-9 heures, donc c'est un truc qui se lit quand même assez vite, qui s'écoute assez vite. Excusez-moi. Et on va suivre du coup Nova et Aran. Et en fait, ce livre, au début, quand il est posé, c'est un peu un livre qu'on a déjà vu. Donc c'est-à-dire qu'on a Nova, qui est donc cette violoniste hyper joviale, voilà, ensoleillée, enfin vraiment le petit personnage sunshine, quoi. Et on a Aran, qui est un fae hyper grognon, qui travaille pour le roi, qui est un espion, qui est hyper sanguinaire et tout. Donc Grumpy, Sunshine, le fae, l'humaine, bref, on a déjà vu le bail. En plus, on se retrouve du coup dans un univers où les fae et les humains n'ont pas le droit de copuler, et si il existe un hybride,
et bien malheureusement on va lui mettre un boulet au pied et on va le jeter dans un lac qui s'appelle du coup le lac des sacrifiés, donc c'est quand même un peu sympathique quoi. Mais voilà, on reste sur des thèmes qu'on a déjà vus, il y a rien de waouh, parce que évidemment Nova c'est une hybride qui se cache, etc. parce que sa mère était une hybride, bon voilà, on se doute un petit peu du truc. Et donc sa mère va être chopée du coup par les gardes et elle va devoir s'enfuir, et sur sa route elle va faire la connaissance d'Aran et en fait, elle va plus ou moins le sauver, faire un pacte avec lui. Donc ça, je vous raconte ça, c'est vraiment la 4e de couverture. Et franchement, c'était bien. En fait, c'était surprenant parce que finalement, ce qui nous fait continuer, c'est pas tellement l'histoire, parce que bah l'histoire est un petit peu, voilà, un petit peu prévisible, mais c'est la relation entre les deux personnages qui est tellement bien construite que bah du coup, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de jeux de mots, enfin voilà, il y a un peu de, je sais pas comment on dit, de banter, là, je sais pas comment, enfin, vous aurez compris quoi, qui fait que bah du coup, on continue quoi, on voit quand même qu'il y a une tension un peu amoureuse qui se crée entre eux et tout, et du coup bah on a envie de voir un peu où ça va nous mener quoi. Alors il y a mon voisin qui fait des bruits de ouf, j'espère que vous l'entendrez pas trop parce que c'est superbe. Et en fait, bah, c'est assez cool, et on a envie de voir où ça va nous mener, donc franchement, c'était hyper sympa. La fin était plus surprenante que ce que j'avais prévu, parce que même côté histoire, j'étais là, ah ok, c'est là où vous nous emmenez, bah franchement, pourquoi pas, quoi. Et hyper divertissant, hyper sympa, hyper rafraîchissant, enfin vraiment la petite lecture trop cool, et je vous conseille vraiment. Petit point à garder en tête. Côté écoute, j'ai trouvé que le narrateur masculin, et désolé pour lui mais c'est vrai, était pas ouf. C'est-à-dire que vraiment en termes de voix, et notamment quand il fait la voix de Nova, oh là là, c'est genre le mec qui fait une voix de femme, c'est caricatural à souhait et tout, et donc du coup on a l'impression d'entendre un barde, et ça fait vraiment ça quoi quand elle parle, et du coup on est tellement énervante, t'as envie de lui mettre des claques, alors qu'en fait alors peut-être que c'est comme ça que lui l'aperçoit, mais en vrai c'est pas du tout comme ça qu'est le personnage, donc du coup c'était un peu agaçant en fait, et du coup ça j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en vrai franchement les deux personnages étaient très bien faits, étaient très bien construits, et je vous conseille vraiment cette lecture. Il y a un 2 qui va sortir là en novembre, ou en octobre, je sais plus, et franchement j'ai trop hâte, parce que bah, je me suis vraiment attachée à ces deux personnages, à leurs petites particularités, leurs petits défauts, leurs petites caractéristiques et tout, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont devenir, donc franchement, belle surprise avec le Chant des Sacrifiés, et si vous avez envie d'une petite romantasy mignonnette, voilà, qui va vous remettre un peu d'entrain, par exemple, après un truc un peu lourd et un peu sanglant, bah je pense que celle-ci, elle peut vraiment faire l'affaire. J'ai fini de vous parler de toutes mes lectures de septembre, donc comme vous pouvez le voir, il y avait quand même pas mal de livres, j'ai avancé dans pas mal de choses, j'ai retiré quand même 1, 2, 3, 4 livres de ma bibliothèque, donc je suis très contente, j'ai découvert des choses assez sympas. Après il n'y a pas eu de méga coup de cœur monumental, si ce n'est pour Dreams Lie Beneath, où vraiment j'ai passé un moment de lecture incroyable. Fantasma c'était très cool, mais voilà, comme je vous disais, bah c'est plus un peu l'engouement du retour de Caraval. Il y a eu Saga et Sable d'eau qui était vraiment un petit doudou, mais voilà, j'ai pas eu de méga coup de cœur en mode oh là là, ce truc m'a fait genre pouf. Donc j'espère qu'avec tout ce que j'ai prévu en octobre, ce sera le cas, parce que normalement, il y a pas mal de mes 5-star predictions dedans. Il y a La Roue des ossements que je suis en train de lire actuellement, il y a Rose in Chains, et il y a Le Bouclier des oiselles, qui étaient tous les trois du coup des livres que j'avais prédits comme étant des trucs de dingue. Donc, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Voilà. Écoutez, je vous retrouve très très prochainement pour le vlog, du coup, parce que je suis en train là de le tourner, et je pense que je le finaliserai d'ici la fin de la semaine. Et je vous le posterai dans la foulée, parce que les vlogs du coup ça sera un peu des... Alors je sais pas encore, mais peut-être que ça va prendre un dimanche, ou alors ça va prendre un milieu de semaine. Écoutez, il faut encore que je réfléchisse un petit peu à tout ça, donc je ne vous fais pas de promesses en l'air. Mais voilà, en tout cas il y a un vlog qui arrive. Dites-moi vous ce que vous avez lu en septembre qui a été juste génial. Est-ce qu'il y a certaines des lectures que je vous ai présentées qui vous font envie? Dites-moi tout. Je suis toujours trop contente de vous lire en commentaire, donc ça me fait trop plaisir. En attendant, je vous laisse enfin, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, et je vous retrouve du coup au plus tard la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, passez de merveilleuses lectures, et je vous dis à très bientôt.